Welcome to the Jean-Baptiste Show! No, come on! Salut à tous, et comme chaque année on se retrouve pour un top 10 des jeux à venir sur 2019 et 2020, et on commence tout de suite avec, à la 10ème place, Borderlands 3. Et on commence les hostilités directement avec un petit jeu indé dont personne n'a entendu parler et qui n'a généré aucune hype récemment. Je parle bien sûr de Borderlands 3, la suite de la série de FPS à loot à succès, qui, on va pas se mentir, a été souvent imité mais rarement égalé. Et pour ce nouvel épisode, Gearbox, toujours au développement, a mis les petits plats dans les grands pour vous inviter à son grand festin. De nouveaux héros sont au menu et on retrouvera également énormément d'anciens personnages de la série et même de l'univers étendu. Et Borderlands oblige, c'est toujours aussi déjanté dans son écriture. Le jeu est fidèle à la direction artistique des précédents et c'est le plus beau Borderlands qu'on a jamais eu. Mais ce qui a fait entrer dans ce top le jeu pour moi, c'est son gameplay dense et surtout très varié. Puisque tenez-vous bien, le jeu proposera plus d'1 milliard de variations d'armes, de nouveaux éléments comme la radiation et surtout des designs d'armes très inspirés, comme un lance-hamburger ou une arme qui court sur pattes. On pourra aussi compter sur quelques habilités à débloquer et spécialités pour chaque personnage. Mais surtout sur du fun en barre avec des armes qui ont un sacré punch et une demi-tonne d'ennemis à poutrer sur plusieurs planètes différentes. Car oui, je ne vous ai pas parlé du vaisseau, des quêtes aux choix multiples et de la normalisation du loot instancié par jour en coop. Mais on n'a pas toute la journée et il me reste 9 jeux à présenter. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une preview sur Borderlands 3 récemment avec interview des développeurs en bonus. Vous pouvez trouver ça en description et en fin de vidéo. Mais grosso merdo, Borderlands 3 a le potentiel de devenir le meilleur épisode de la série. Et il sort le 13 septembre 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. 9ème place, Ghost Recon Breakpoint. Le nouveau FPS coopératif en open world avec Ubisoft Paris aux commandes du développement, à qui l'on doit Ghost Recon Wildlands, le dernier épisode de la série à ce jour. Et même si Wildlands était loin d'être parfait avec sa physique de véhicule abstraite, son IA alliée partie à la cueillette et sa répétitivité sur la fin. Mais en dehors de ça, on avait un bon jeu tactical à faire en coop, suffisamment réaliste et immersif pour avoir envie d'y revenir régulièrement avec quelques potes. Mais c'est surtout l'excellent suivi dont a profité le jeu en 2 ans et demi qui a soudé la communauté, avec les DLC payants et gratuits, les mises à jour et l'ajout d'un mode joueur contre joueur à la demande générale. Et Breakpoint, on va pas se mentir, c'est le même en mieux. Ils ont pas vraiment réinventé la saucisse de ces temps, mais c'est pas vraiment ce qu'on leur demandait. Premier coup dans le thorax de ceux qui se plaignaient d'une histoire décousue et trop manichéenne, la présence de Jon Bernthal au casting témoigne de la volonté de soigner l'écriture, le doublage et la mise en scène. Les petites séquences que j'ai pu jouer à l'E3 de cette année m'ont scotché. Pour vous faire le topo, cette fois-ci on se rend sur Oroa, dans le Pacifique Sud, où s'est installé Scale Technology, un géant technologique spécialisé dans la robotique. Et à votre arrivée, rien ne se passe comme prévu. Vous allez être traqué et devoir vous couvrir debout pour survivre. Donc plus de véhicules, d'outils pour couper les grillages et pas faire un détour de 2 km, et surtout un max de flingues avec des menus de personnalisation qui m'ont encore fait avoir 5 orgasmes. Petit plus sympathique, un système de classe avec un skill unique qui fait son apparition pour favoriser le travail d'équipe. Et le même en mieux, ça veut aussi dire plus réaliste avec un système de gestion des blessures, d'inventaire et un sound design à vous dresser les poils des avant-bras. Et la cerise sur le gâteau, ce sont les drones qui vont venir complexifier l'infiltration, ajouter de l'imprévu aux rencontres et proposer un challenge bien différent des sacs à viande que sont les humains qui peuplent l'île. Et la cerise sur la cerise, c'est le PVP dispo dès la sortie, que je vais tester à la Gamescom, donc rendez-vous cette semaine pour ma petite série annuelle sur le salon où je vous parlerai à coup sûr du PVP. Quant au jeu, il sera dispo le 4 octobre 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. 8ème place, Empire of Sins. Ah, Empire of Sins, le prochain jeu qui a mis en partenariat le studio de Romero, à qui on doit les premiers Doom et Quake, avec Paradox, à qui on doit Crusader Kings, City Skylines et Stellaris. Et là vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la choucroute ? Il y en a pas, et c'est bien ça qui suscite l'intérêt. Sur le papier, on part en direction des années 20 à Chicago, pour prendre le contrôle d'un des 14 gangs de mafieux de la ville, juste avant d'aller expliquer les valeurs de la famille aux autres gangs à coups de fusil mitrailleur dans la rue de la ville. Même si visuellement le jeu est assez classique dans sa direction artistique, c'est par son gameplay qu'il risque de briller. On va en effet alterner entre les règlements de compte dans des phases de gameplay à la XCOM, avec des phases de gestion de la ville bien crades et bourrées d'imprévus. Gestion de commerce illégaux, de casinos, organisation de raquettes, corruption, tous les moyens sont bons pour contrôler la ville depuis l'obscurité. Mais plus surprenant, un système de recrutement est aussi prévu, avec des mécaniques de relation entre les membres de gangs et des mécaniques de RPG. C'est ce que Romero appelle le suite system, avoir beaucoup de gameplay différents qui interagissent ensemble, parfois à notre avantage et parfois pour pimenter nos parties. Et puisqu'on parle de Romero, il a apporté un soin particulier à la violence du jeu, au combat, aux exécutions et à l'audio. Ce qui ne surprendra personne, à part votre grand-mère, et encore je suis sûr qu'elle poutrait du noob sur Quake quand vous appreniez encore à compter. Quoi qu'il en soit, c'est rafraîchissant d'avoir un jeu sur cette thématique et cette période, d'autant plus un jeu de gestion. Personnellement, j'ai hâte de faire des offres qu'on ne peut refuser aux gangs adverses. C'est prévu pour printemps 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch. 7ème place, Vampire the Masquerade, Bloodlines 2. Tiens donc, encore un jeu ambitieux édité par Paradox et qui vient raviver une vieille légende du jeu vidéo. Et cette fois-ci, on va causer d'un RPG de vampire à la première personne sorti en 2004, tiré d'un jeu de plateau du même nom. Oui, j'ai bien dit 2004, il y a 15 ans,
quand le petit Timothy n'était même pas né. Et pendant que le reste du monde s'extasiait devant Half-Life 2, une bande d'irréductibles barbus jouait à un des RPG les plus permissifs de la création, patché encore récemment non officiellement. Mais quelle est cette drogue que tu nous vends, Jean-Baptiste? Eh bien c'est de la bonne IS, cher spectateur, ou de l'immersive sim. Vous en avez probablement déjà consommé avec des jeux comme le premier Deus Ex ou les Stalkers. C'est un genre qui se veut très immersif et tournant autour des choix du joueur, mais aussi de mécaniques réactives à ses actions, lui offrant toujours une expérience unique et un gameplay émergent qui lui permet de jouer avec les règles du jeu pour arriver à ses fins. Cette drogue a disparu du marché après le début des années 2000. Depuis, elle est souvent coupée ou de mauvaise qualité. C'est pourquoi Art Suite Labs se sont dit « Hey, c'était de la bonne quand même! Si on en refaisait comme à l'ancienne !» Ce qui nous amène donc à Bloodlines 2, écrit par l'auteur du premier et se déroulant 15 ans après celui-ci, dans un Seattle qui vient de subir une attaque de suceurs de sang sans précédent contre ses habitants. Et vous êtes un type qui était juste au mauvais endroit, au mauvais moment, devenu un vampire bien dégueu et puant. À vous donc d'écrire votre histoire. Vous allez pouvoir choisir votre passé avant le début du jeu, rejoindre un clan de vampires, lui jurer allégeance, courtiser d'autres clans, puis être un sale traître avant de finir avec un pied dans le bide parce que vous avez pris les pires décisions. Le jeu se veut aussi riche en histoire et en possibilités que le premier, pour offrir un scénario complètement malléable, en remettant le choix du joueur et les conséquences de ses actes au cœur du jeu. Le tout sans oublier les choix cornéliens typiques des jeux de vampires. J'ai par exemple besoin de sang de qualité, mais toutes les raclures que je trucide ont des statistiques pourries. Je vais donc devoir mettre fin au jour de cette pauvre infirmière que je fréquente depuis quelques soirs, car j'ai besoin de plus de puissance et vite. Ça promet, surtout que le support des mods est prévu sur PC. Rendez-vous en mars 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, et n'oubliez pas vos gousses d'ail. 6ème place, Watch Dogs Legion. Ce n'est autre que le 3ème épisode de la franchise faisant suite à Watch Dogs 2 qui emmenait la série franchement dans la bonne direction. Et Légion semble vouloir proposer un open world vivant au premier sens du terme, puisque les 8 millions d'habitants de Londres sont tous des personnages jouables. Oui, même la mamie avec le taser. Direction Londres cette fois-ci, quelques années après le 2ème épisode, dans un futur très proche, voire même trop proche, qui s'inspire des thématiques du mouvement de science-fiction cyberpunk, qui par chance revient à la mode pour mon plus grand plaisir. Pour les non-initiés, s'il en existe encore, c'est un genre de science-fiction bien crado, qui est si plausible que ça en devient dérangeant. La ville de Londres est en train de tomber aux mains de mégacorporations, les métadonnées sont monnaie courante, et les drones infestent la ville depuis que les Londoniens ont sacrifié leur vie privée et leur liberté pour jouir d'une sécurité illusoire. Mais les jeux vidéo n'ont jamais été politiques ou un quelconque reflet de notre société, hein. Le jeu est donc toujours un jeu d'action en open world proche de ce que fait GTA. On va diriger un groupe de hackers qui organise un mouvement de résistance. C'est là que nous allons devoir recruter les habitants de la ville, qui ont chacun leur histoire, leur quête et statistiques. Ils ont également des agendas précis et sont tous liés par un système de relations. Ce qui fait que chaque action positive ou négative que vous allez avoir sur tous les êtres humains de la ville auront une conséquence sur vos relations avec leurs proches. Et quand la relation est suffisamment bonne, vous pourrez les recruter pour les jouer, avoir accès à leur classe et monter leurs compétences. Pour finalement les voir mourir de façon définitive parce que vous ne savez pas viser. Le jeu a profité de beaucoup de soins niveau animation, personnalité et doublage des différents archétypes de personnages. Et en plus, ça repose sur le gameplay assez solide de Watch Dogs 2. Mais ça aussi, comme pour Borderlands, j'en parle dans une vidéo plus détaillée que vous trouverez en description ou à la fin de cette vidéo, si vous voulez un aperçu plus complet du jeu. Le jeu sera jouable à 4 en coop à la sortie également, et son plus gros défaut pour le moment, c'est qu'il est prévu pour le 6 mars 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. 5ème place, Jedi Fallen Order. Le jeu Star Wars dont on espère qu'il va être bon, même si c'est produit par EA. Parce qu'après tout, c'est fait par Respawn, les responsables de Titanfall et d'Apex Legends. Mais cette fois-ci, revirement complet. Fini le FPS et les mechas. On met le cap sur Star Wars pour jouer un padawan nommé Kyle Kastus, qui a réussi à fuir l'extermination des Jedi par les forces de la République, devenu soudainement un empire intergalactique. Vous allez donc être traqué par l'armée, les escadrons de la purge Jedi et même les Inquisiteurs. Sacré programme. Le jeu va se dérouler après l'épisode 3 et avant Rogue One, dans une période proche de la série Rebels. Un âge bien sombre pour la galaxie, et où il vaut mieux se cacher quand on est un ancien moine armé d'une épée d'énergie. Jedi Fallen Order sera un jeu uniquement solo d'action-aventure dans un genre Metroidvania, donc proche de ce qu'on a aperçu sur God of War ou sur Control qui devrait être sorti quand cette vidéo sera en ligne. Il faut donc s'attendre à pas mal d'exploration qui sera liée à la progression du personnage. Les développeurs ont confirmé qu'on aura un vaisseau, servant probablement de hub pour visiter et revisiter les planètes découvertes tout au long de l'aventure. Pour l'instant, on a vu seulement du gameplay sur Kashyyyk, où on a aperçu Saw Gerrera, un rebelle aux méthodes un poil extrêmes, ce qui laisse supposer qu'on verra sûrement d'autres personnages des films ou de l'univers étendu. Et enfin, le jeu veut proposer une progression proche de ce que vit le personnage. Tout comme Kyle, on devra apprendre seul à dompter les pouvoirs de la force. Et il semblerait que le sabre laser soit aussi à faire évoluer. De ce qu'on en a vu, le jeu semble assez dirigiste pour un Metroidvania, et les combats ont besoin d'encore un peu de polish. Mais le concept est suffisamment atypique dans son gameplay et son scénario pour susciter grandement mon intérêt. J'espère en voir plus à la Gamescom, et c'est prévu pour le 15 novembre 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. 4ème place, Doom Eternal. Est-ce que j'ai encore besoin de vous expliquer pourquoi tronçonner du démon sur Mars, c'est génial?
Si vous avez joué au remake de Doom qui sert de prequel à Doom Eternal, vous êtes probablement déjà converti au bienfait de cette pratique méditative. C'est parfait, car Doom Eternal, c'est pas le même en mieux, c'est pire. C'est plus de tout, mais surtout plus de Doom. Vous aimez latter les sbires de Lucifer sur Mars avant de les poursuivre jusqu'au fin fond des enfers? Super, bah on y retourne. Sauf qu'en plus, on va faire un petit tour sur Terre cette fois-ci, et même probablement un par le paradis également. Comme ça on distribue des baffes à tout le monde, pas de jaloux. Ce qui veut dire plus d'ennemis différents, plus de gore avec un système de destruction de démons en temps réel en plus des glory kills, plus d'armes avec missiles épaule, lance-flammes, épée et meat-hook, plus de mobilité avec les dashs, le grappin et l'escalade, plus d'utilisation de l'environnement avec plus de pièges et de boosters de mouvement, et le retour du mode arcade, ainsi que des modes multijoueurs développés par ID Software cette fois-ci, pas comme le précédent où le multijoueur était pourri car il avait été sous-traité. Et ça fait déjà baver. Un mode 2 contre 1 avec une équipe de démons contre un Doomslayer, et un mode intrusion où on pourra envahir la partie d'un joueur solo pour contrôler un démon, comme sur Dying Light ou les intrusions de Watch Dogs. Mais surtout, plus de Doom. Et ça c'est bon, alors rendez-vous le 22 novembre 2019 aux portes de l'enfer, pour martyriser des démons sur PC, PS4 et Xbox One. Troisième place, Death Stranding. Si on vous demande ce qu'est Death Stranding, la meilleure façon de réagir c'est de cracher au visage de l'interlocuteur avant de le gifler pour avoir été insultant. Parce que 1, personne n'a de réponse logique à cette question, et 2, c'est juste le nouveau jeu de Kojima, le réalisateur, scénariste et designer de tous les Metal Gear Solid jusqu'au 5. Avec au casting Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Lindsay Wagner, Guillermo del Toro, Nicolas Winding Refn et le tabouret de Cloud Atlas. Un peu de respect s'il vous plaît. Sur Death Stranding, vous allez être dans les bottes de Sam qui vit dans un monde post-apocalyptique quasiment éteint, et sa mission est de reconnecter les dernières villes du pays entre elles. Et ce n'est que la surface, parce qu'il se passe des trucs louches au niveau du gouvernement, des militaires, du futur de l'humanité et de ce qui a provoqué l'apocalypse et qui pourrait y mettre un terme. Je ne vous spoilerai pas, j'en sais personnellement déjà trop, mais le scénario est encore plus dense et perturbant que ce à quoi nous habituait Kojima. C'est très personnel et justement narré. Côté gameplay, le jeu serait selon Kojima un open world orienté action avec quelques fonctionnalités multijoueurs. Ah bon? Comme quoi, qu'il nous parle du scénario ou du gameplay, on y comprend un beignet quand il nous parle de son jeu. De ce qu'on a pu en voir, il y aura des phases d'action en effet, d'infiltration, d'exploration, et le ton se veut parfois sombre, effrayant ou même drôle. Kojima a insisté sur son intention de lier le gameplay à l'histoire plus que jamais, pour en faire un outil ludique et scénaristique. J'ai envie de traduire ça par « le jeu va être immersif et contemplatif ». Mais on n'en sait pas plus pour le moment. La sortie du jeu est fixée au 8 novembre 2019, uniquement sur PS4 pour l'instant, et j'ai personnellement hâte de voir ce que Kojima peut faire quand il a toute sa liberté. Seconde place, Dying Light 2. A ce stade du classement, on n'est plus du tout là pour jouer aux billes. Rien que le premier Dying Light a mis une claque à toute l'industrie en disant « Eh les connards, regardez, c'est comme ça qu'on fait un jeu qui reste en vie pendant 5 ans !» Le principe était simple, un jeu de zombies en open world à la première personne, mais plot twist, le jeu était très soigné, profitait d'un système de parcours abouti pour se déplacer et échapper aux zombies, qui d'ailleurs ne sont hyperactifs que la nuit ou dans des zones privées de la lumière du jour. On pouvait y jouer en coop et le jeu a été mis à jour et a profité de nouveaux contenus sans cesse pendant 5 ans. Tous de très bonne qualité. En bref, un jeu solide, immersif, aux mécaniques originales et qui n'a jamais été abandonné par ses développeurs. Du coup, suite? Allez, suite, ça fait 5 ans quand même. Nouveau moteur 3D qui me fait baver à chaque nouveau gameplay, c'est sublime, les textures et les lumières sont bluffantes. Nouvelle ville et nouvelle époque puisque le jeu se déroule 15 ans après la propagation du virus. Les zombies ont muté, l'humanité se tire la bourre pour les dernières ressources, comme d'hab, et vous allez incarner Aiden Caldwell, un Yamakasi de l'apocalypse. Le même en mieux du coup? Pauvre fou. Non, changement de design du monde et de la narration, puisque c'est Chris Avlon à l'écriture cette fois-ci. C'est juste le monsieur à qui on doit Fallout 2, KOTOR ou Planescape Torment. Ah rien que ça! Du coup, connaissant le bonhomme, je vous fais pas un dessin. Les personnages sont très bien écrits et ils sont en train de nous concocter une immersive sim moderne qui pourrait paver le chemin pour les jeux à venir. Chacun des choix du joueur va avoir une influence sur les factions, les personnages et surtout sur le monde qui va évoluer et potentiellement devenir plus dangereux. De nouveaux ennemis pourraient apparaître, ainsi que des personnages, des quêtes et des items, et même parfois des quartiers entiers pourraient être débloqués ou bloqués suite à un de nos choix. Tout ça couplé au savoir-faire du studio côté gameplay et immersion avec des animations superbes et un body awareness à tomber par terre. À la présentation pendant la Gamescom de l'an passé, j'ai cru que j'allais sauter sur le développeur pour lui prendre la manette des mains et enfin jouer à ce jeu qui me fait rêver depuis presque 2 ans. Je ne garantis donc pas sa sécurité lors de la présentation à la Gamescom cette année. Ah, et bien sûr, on va toujours pouvoir jouer à 2 ou à 4 en coop pour aller faire un tour dans la ville de nos potes, et se rendre compte cette fois-ci comme leur apocalypse n'a rien à voir avec la nôtre. C'est prévu pour printemps 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Première place, Cyberpunk 2077. Bon, autant je veux bien que l'an passé, tout le monde n'était pas forcément au courant de ce qu'est ce jeu. Mais je pense qu'en 2019, faut vraiment vivre sous un caillou pour ne pas être au courant. Je vous fais le topo, c'est le nouveau jeu de CD Projekt Red, les créateurs de The Witcher.
Ah, c'est marrant ce montage. Ça va être un FPS RPG dans un monde cyberpunk. Mais ce n'est pas de là qu'il tire son nom. Il le tire du jeu de plateau Cyberpunk 2020, très populaire dans les années 80 à 2000. Du coup, avant même de voir du gameplay, il y avait déjà un paquet de gens de bon goût qui l'attendaient comme le messie. Bon, vous savez ce que c'est le cyberpunk, on vient d'en parler. Sinon, allez jouer à Deus Ex ou retournez regarder Matrix et Blade Runner, ça vous donnera une idée de l'ambiance joyeuse et amicale vers laquelle on se dirige. Dans Cyberpunk 2077, vous allez jouer Vi, un ou une mercenaire hors la loi qui s'est mis en tête de trouver une augmentation qui lui conférera la vie éternelle. C'est beau de rêver. Contrairement à The Witcher, cette fois-ci le studio épouse la forme la plus pure du jeu de rôle. Il faudra donc choisir son sexe, Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin. son apparence, ainsi que son background. Ce qui va influencer l'histoire, les dialogues et la façon dont on sera perçu. Puis, une fois en jeu, on pourra choisir une classe entre le netrunner, le techie, le solo, ou carrément en avoir rien à cirer des classes parce que vous êtes du genre à pas traverser sur les passages piétons. Vous pourrez les mixer pour créer votre propre classe. D'autre part, les choix que vous ferez pendant vos quêtes auront un impact sur vos relations et la vie ou la mort de certains personnages, comme dans The Witcher 3, mais en plus poussé et sur plus de quêtes, jusqu'à la mort possible de personnages principaux. Point commun potentiel avec Dying Light 2, nos choix pourront aussi impacter le monde, mais on n'a encore rien vu de ça en gameplay. Par contre, point commun avec Bloodlines 2, on a vu qu'on pourrait influencer nos relations avec les factions, et surtout que nos choix d'évolution vont changer la façon dont les gens nous percevront. Si vous modifiez trop votre corps à coup d'augmentation cybernétique, vous semblerez moins humain et les gens vont le remarquer et changer leur comportement. Le choix va être beaucoup plus au centre du jeu, avec une volonté d'avoir un gameplay plus émergent pour laisser les joueurs jouer avec les mécaniques du jeu. Mais ce qui impressionne beaucoup sur Cyberpunk 2077, c'est le niveau de détail du jeu. Tous les environnements sont faits main, les villes regorgent de vie. Il se passe toujours quelque chose, tout est très condensé, détaillé et dense. Je vais sûrement prochainement vous en reparler en vidéo, je pourrai donc à ce moment-là parler plus en détail du jeu. En attendant, notez dans vos petits agendas que le jeu est prévu pour le 16 avril 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas parlé de The Last of Us 2 ou Ghost of Tsushima, c'est parce que j'aime vous voir souffrir pendant que je ricane derrière mon écran. Sinon, en réalité, j'ai choisi de ne parler que des jeux qui ont officiellement et clairement annoncé leur date de sortie, quitte à prendre le risque de ne pas parler de jeux qui vont finalement sortir en 2020. Et je n'ai mis que 10 jeux cette année au lieu de 15, car la réalité c'est que je ne fais toujours que 10 des 15 jeux que je présente dans ce top annuel, donc autant être réaliste sur mes attentes. N'hésitez pas quant à vous à me partager dans les commentaires votre top personnel. Si vous êtes resté jusqu'ici, j'ai un petit bonus. J'ai été peu présent cet été, car un de mes projets de vidéo est tombé à l'eau, mais j'ai préparé 3 autres grosses vidéos, dont un nouveau format. Teaser Michel! Et aussi parce que j'ai préparé ma série sur la Gamescom comme tous les ans, qui va arriver cette semaine comme je vous le disais. Je vais vous parler de 25 jeux répartis sur 5 épisodes quotidiens, autant dire que vous n'êtes pas prêts. J'ai dû décaler exceptionnellement le montage et la diffusion pour raisons personnelles cette année, pas d'inquiétude, c'était que pour du positif. Du coup, un bus de vidéo va vous arriver dans le visage. Sur ce, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain jeu.